Clotilde Owochi, ex-ministre de la Solidarité, de la Santé, de la Sécurité sociale et des handicapés de 2000 à 2005 en Côte d'Ivoire, a dédicacé ce lundi 1er juin 2015 à Paris son nouveau livre intitulé « L'assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, enjeux, pertinence et stratégie de mise en œuvre ». Un livre qui met en exergue la politique de santé globale du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Placé sous la présidence de Joseph Mariotti Oubari, ancien garde des Sceaux et ex-ministre de la Justice du Congo-Brazzaville, la cérémonie a enregistré la présence du docteur Louis Tellier de l'Institut Pasteur de Paris, de Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque de Korogo, de quelques observateurs du milieu médical africain et d'anciens collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Prenant la parole, le ministre Mariotti Oubari du Congo a salué l'action et l'œuvre de Clotilde Owochi, non sans avoir souligné l'importance de l'assurance maladie pour l'Afrique. En Côte d'Ivoire, la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette frange de population n'a pas accès aux services de base. Elle constitue le pan le plus vulnérable de la société et des risques sociaux majeurs tels que la maladie et le chômage ne sont pas couverts par le système actuel. Du fait de sa politique volontariste axée sur le développement humain, la Côte d'Ivoire a fait le choix d'investir sur l'assurance maladie universelle en ce qu'elle reste plus que jamais indispensable à l'égard des personnes en situation de pauvreté et de précarité. C'est un élément déterminant dans l'accès aux soins. Historienne de formation, écrivain et ancien ministre de la Solidarité, de la Santé, de la Sécurité sociale et des handicapés de la Côte d'Ivoire, d'octobre 2000 à décembre 2005, Mme Clotilde Owochi a conduit le projet d'instauration du système d'assurance maladie universelle. C'est l'un des grands chantiers de la politique du gouvernement de la Deuxième République de la Côte d'Ivoire. À son tour de parole, Clotilde Owochi a fait la genèse de cet important pan du programme de gouvernement du président Laurent Gbagbo qu'elle a eu à conduire comme ministre de la Solidarité, de la Santé, de la Sécurité sociale et des handicapés, puis de 2006 à 2011 en qualité de conseiller spécial auprès du chef de l'État chargé de l'AMU. Au moment de la signature de ce livre sur l'assurance maladie, je voudrais exprimer toute mon affection, exprimer toute ma reconnaissance, exprimer aussi de l'émotion pour le président Laurent Gbagbo parce que cette assurance maladie est née de sa vision politique. C'est un rêve qu'il a caressé depuis qu'il était dans l'opposition. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il nous a fait l'honneur de diriger ce projet de l'assurance maladie. Aujourd'hui, où il est emprisonné à Scheveningen, et au moment où je sors donc cet ouvrage sur l'assurance maladie, je voudrais vraiment avoir une pensée toute particulière pour lui. L'assurance maladie universelle est un grand projet, comme je l'ai dit, qui a été initié au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous assommer avec des considérations techniques, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, je vais faire léger, je vais prendre seulement que des points saillants pour vous montrer ce que nous avons voulu faire en matière d'assurance maladie et vous montrer aussi l'originalité de cette assurance maladie-là. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, fleurissent des projets d'assurance maladie. Vous avez vu que c'est pratiquement la mode sur le continent. L'assurance maladie est à l'honneur et à l'ordre du jour en Afrique. Alors que depuis 2000, nous avons initié ce projet de l'assurance maladie. Nous avons été, je peux dire entre guillemets, combattus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et aujourd'hui, voilà, la communauté internationale est maintenant d'accord pour mettre en place des mécanismes d'assurance maladie dans les pays à faible revenu, notamment dans les pays africains. En 2000-2001, cette communauté internationale était frileuse. Elle était même réfractaire quant à la mise en œuvre de mécanismes d'assurance maladie obligatoires dans les pays à faible revenu. Pourquoi donc, malgré cette volonté affichée, ce brillant projet qui devait faire le bonheur des populations ivoiriennes
n'a-t-il pas vu le jour durant tout le mandat de Laurent Gbagbo? En réponse à cette préoccupation du public, la ministre Clotilde Owochi a fait savoir que la guerre qui a été faite au régime de Laurent Gbagbo n'a pas permis d'aller au bout de cette volonté. Uniquement orienté vers le financement de la sortie de crise, avec un taux négatif de moins 2%, etc., qu'on avait eu en 2002-2003, on ne peut pas financer un projet comme l'assurance maladie. Parce que l'assurance maladie, c'est 400 milliards de francs CFA. C'est-à-dire les cotisations et la part de l'État et tout ça, ça fait 400 milliards de francs CFA. Pourquoi? Il y a une étude qui a été faite par la coopération française. Et cette étude estime que la dépense nationale de santé en Côte d'Ivoire avoisine les 350 milliards de francs CFA. Donc, à partir de cette étude, nous avons fait l'étude actuarielle pour voir combien l'assurance maladie universelle doit apporter en termes de cotisation pour couvrir donc cette dépense nationale de santé. Et voilà, c'est 400 et quelques milliards de francs CFA que l'assurance maladie mobilise. Alors, avec un taux négatif en 2002 et 2003, on ne peut pas se permettre de mettre en place une assurance maladie. En 2004-2005, il y a eu un taux positif, mais c'était 1%. Et les dépenses étaient telles. La sortie de crise, le quotidien des Ivoiriens, il y avait d'autres priorités. Et donc, on n'a pas fait l'assurance maladie, on ne pouvait pas. Parce que l'État devait mobiliser ce que j'ai appelé le fonds d'établissement avant que les cotisations sociales ne puissent venir se mettre en place. Donc, il y a ça, et puis il y a la partition du pays. On n'est pas en paix, le pays est divisé en deux. Comment, dans ces conditions, vous pouvez mettre en place un mécanisme d'assurance maladie qui est basé sur la solidarité? Vous allez laisser les gens du Nord là-bas, on va dire oui, on fait de l'ivoirité, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, non, c'était pas bien pour la Côte d'Ivoire de faire une assurance maladie. Voilà. Parce que c'est quand même ceux du Nord, c'est des Ivoiriens comme nous autres. Donc, si on doit mettre en place un mécanisme, il faut que ça puisse couvrir tous les Ivoiriens. Après la cérémonie de dédicace, nous avons tendu notre micro aux participants et à la conférencière. Docteur Tellière, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage de Madame la ministre Owochi Clotilde. Elle vous a cité, elle vous a d'ailleurs même chaleureusement remercié d'avoir participé en 2002 à l'élaboration de toute la stratégie pour la mise en place du système de l'assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire. Vous vous retrouvez aujourd'hui, vous avez assisté à tout ça. Comment est-ce que vous avez vécu votre première rencontre et que pensez-vous du livre qu'elle a écrit? Eh bien, la première rencontre, c'était, moi j'avais été invité en tant qu'expert, parce qu'à l'époque j'étais conseiller scientifique du syndicat de l'industrie pharmaceutique française, qui est un des premiers fournisseurs privés de la Côte d'Ivoire, et qui contribuait certainement, on s'en était rendu compte, à un problème d'accessibilité aux médicaments. On avait demandé des enquêtes qui avaient été faites avec des confrères de l'OMS, et on avait bien vu qu'en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, comme dans d'autres pays, grosso modo, 20% de la population avait accès aux médicaments au sens classique du terme. Les 80% donnaient une trop grande part de leurs dépenses quotidiennes, celle qu'on peut pas, qui est incompressible, celle qui est pour la nourriture, pour s'habiller, pour vivre, basique. Eh bien, il n'y avait pas possibilité d'accès. Donc il fallait trouver un moyen. Monsieur Gbagbo, quand il est arrivé en position, en fonction, a tout de suite pensé à cette question et nous avons été convoqués. Moi, je ne faisais pas des experts, il y avait été une dizaine, douzaine, vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais une petite équipe avec moi. Et on a travaillé exactement sur cette question, comment faire les financements. Au début, on est parti sur des schémas très classiques, Madame la ministre, Madame Owochi l'a bien dit. On est parti au début sur des mutuelles comme une mutualité sociale agricole de paysans, cacaoyers, EVA, bananes, caoutchouc et tout ça, qui avaient les moyens. Et très vite, on a vu que le président avait l'ambition de l'élargir. Donc il fallait trouver des solutions. Comme je l'ai dit au départ, soit on trouvait un panier de soins, soit on trouvait une liste de produits qui était après à négocier dans les achats, et surtout on trouvait des financements.
il y avait ce financement des agriculteurs, mais il y en avait d'autres. Les financements innovants qui ont été évoqués là-dedans. On pouvait en imaginer d'autres, on ne les a pas encore imaginés, mais de même qu'il y a eu l'initiative sur les billets d'avion, il peut y avoir une initiative sur certaines consommations téléphoniques, et des prélèvements à la source absolument indolores pour la population, qui, comme des petits ruisseaux, même pas des tout petites gouttes d'eau, arrivent à faire des lacs, des fleuves gigantesques, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, l'idée de travailler sur un panier de soins, de négocier des produits, de trouver des financements d'abord classiques et, comme elle a dit, être très pragmatique et ensuite s'élargir géographiquement sans exclusive. Les choses, c'est passionnant. Et déjà à l'époque, on avait le problème. On voyait très bien qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ce soit universel. C'est-à-dire qu'il y avait la notion de comment on est sûr que la personne devant nous est un ayant droit, comment on sécurise les choses. Ben, c'était passionnant, c'était quelque chose. Je retrouve là maintenant Madame Oshi, toujours aussi active. Je pense qu'elle n'a pas désarmé. Je pense elle est toujours, enfin, si je peux m'exprimer, ainsi, elle pense toujours à l'avenir de son pays, et je suis absolument étonné et vraiment admiratif de son énergie complètement agissante qu'elle maintient de ce côté-là. Merci docteur, merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier Madame la ministre qui m'a demandé de présider la cérémonie de la dédicace de son ouvrage sur l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Quand elle me l'a demandé, j'ai accepté avec plaisir, hein, sans hésiter, parce que cet ouvrage pose une problématique importante, celle de l'assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire. D'abord pour ça, et deuxièmement pour mon amitié pour Madame la ministre, j'ai accepté. Je suis content de la manière dont les choses se sont passées, parce que c'est un ouvrage qui pose des vrais problèmes de l'assistance médicale et de la prise de l'accès aux soins des populations de la Côte d'Ivoire, particulièrement les populations pauvres, les jeunes, les personnes âgées, parce que c'est une question importante. La plupart de nos États africains n'ont pas encore créé les conditions d'en arriver à l'assurance maladie universelle, mais le fait que la Côte d'Ivoire en est arrivée là, bon, elle est encore à ses débuts, c'est une très très bonne chose, une très bonne chose. Merci monsieur le ministre. Merci beaucoup. D'abord, ce qui m'a motivé, c'est d'abord j'ai acheté deux parce que il me fallait un pour mon ami Babré Honoré Pélas. Personnellement, je l'ai acheté parce que d'abord la ministre Oshi, c'est une personnalité que j'ai toujours admirée, qui a toujours une belle plume. J'ai toujours lu sur Face, et c'est un plaisir pour moi de la relire, parce que j'avais déjà lu son premier livre sur On ira jusqu'au bout. Et donc je sais que c'est une femme qui a une très belle plume. Merci. Alors, je vais féliciter tout à l'heure Madame le ministre Owochi, qui, lorsqu'elle était dans le gouvernement du président Gbagbo, a porté ce projet quand même innovateur. C'est un projet de grande envergure parce que les Ivoiriens manquent cruellement de couverture de santé. Donc le projet de l'AMU, comme elle a dit, était un projet qui devait voir le jour par la volonté du président Gbagbo Laurent. Malheureusement, il a été combattu par l'extérieur comme à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui ont estimé que les Africains n'avaient pas besoin de protection sociale, ce qui est grave, alors que même la Constitution leur confère ce droit-là. Ils ont tout fait pour empêcher la réalisation de ce projet. Mais il n'est pas tard pour bien faire. Ce livre vient nous rappeler effectivement que les Ivoiriens ont besoin de cette couverture-là. Quand on regarde les chiffres qui ont été donnés par Madame le ministre, il y a à peine 6% de la population ivoirienne qui est couverte. On va dire qu'en dehors des
des fonctionnaires et de quelques personnes aisées, les Ivoiriens n'ont pas de protection sociale. Deux raisons fondamentales sont à la base de cet essai. Je l'ai écrit d'abord parce que, comme je l'ai dit dans l'exposé, l'assurance maladie universelle est à l'ordre du jour sur le continent africain. La communauté internationale, après avoir longtemps, on va dire, tergiversé, après avoir été longtemps réfractaire à la mise en œuvre de mécanismes d'assurance maladie sur le continent africain, est maintenant d'accord pour qu'il y ait l'éclosion de systèmes d'assurance maladie universelle sur le continent africain. Et donc, moi, je me dis qu'en tant qu'intellectuel, c'est de mon devoir aussi de participer à ce débat et d'apporter ma modeste contribution par rapport à ce que nous avons entrepris en Côte d'Ivoire et qui n'a malheureusement pas... Justement, vous avez piloté en tant que ministre dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo ce projet qui lui tenait vraiment à cœur. Et donc, avec l'ouverture que la communauté internationale est en train de faire pour que ce genre de projet puisse voir le jour en Afrique, vous, quelle est l'expertise que vous pensez pouvoir apporter? Avant tout, je dirais que Laurent Gbagbo est un visionnaire et cela est démontré par cette nouvelle position de la communauté internationale vis-à-vis des mécanismes d'assurance maladie obligatoire sur le continent africain. Depuis qu'il était dans l'opposition, Laurent Gbagbo a pensé que le salut des Africains au niveau de leur santé passait par la mise en œuvre d'une assurance maladie obligatoire. Et il a même écrit dans le programme de gouvernement, dans Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire, il a fait part de son projet de mettre en place un système d'assurance maladie s'il venait au pouvoir. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000, il m'a fait l'honneur de me confier ce projet-là. Et donc, je pense que nous avons, compte tenu de toutes les études de faisabilité que nous avons faites, compte tenu des atouts dont dispose la Côte d'Ivoire pour mettre en place une assurance maladie endogène spécifiquement africaine, je pense qu'il est de mon devoir de parler de ce projet de Laurent Gbagbo au niveau de la communauté internationale, pourquoi pas, pour que cette communauté prenne en compte ce projet-là. Le projet, malheureusement, n'a pas pu voir le jour en termes d'application sur le terrain en Côte d'Ivoire, mais en termes de comparaison aujourd'hui, quelle pourrait être la différence entre le projet que vous avez piloté en 2002 et celui que conduit aujourd'hui le gouvernement d'Abidjan? J'avais oublié de vous dire que la deuxième raison, vous m'avez demandé quelles sont les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. La première raison, voilà, je profite de l'occasion pour dire que la deuxième raison qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est justement pour pérenniser la pensée politique de Laurent Gbagbo. Moi, je pense que tout ce que Laurent Gbagbo a conçu, a pensé pour l'Afrique, tous les ministres techniques qui, dans son gouvernement, avaient en charge ces dossiers, mais je pense que ces ministres-là devaient au moins écrire la pensée politique de Laurent Gbagbo. En termes d'assurance maladie, on l'a fait. En termes d'école gratuite, ça devait être écrit aussi. En termes de décentralisation, pour ne pas que cette pensée politique de Laurent Gbagbo se perde. Maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée, par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la différence est énorme. Si je dois relever tous les aspects, relever tous les aspects clivants, ça va nous prendre toute une journée. La première chose, la première différence, c'est que au niveau de ce mécanisme d'assurance maladie qui est initié en Côte d'Ivoire actuellement, je prendrai simplement la cotisation. Cette assurance maladie qu'ils appellent la CEMU propose une cotisation unique de 1 000 francs pour tout le monde. À ce niveau-là, déjà, il y a un problème. Lequel? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équité. Parce que le pauvre va payer 1 000 francs, le riche va payer 1 000 francs, ça ne correspond à rien. Or, dans un système d'assurance maladie, il faut permettre aux populations de payer en fonction de leur capacité contributive. Si vous dites aux pauvres de payer 1 000 francs et puis aux riches de payer 1 000 francs, ben ça n'a pas de sens. Mais ça fait plus social, madame la ministre. Non, mais pourquoi le pauvre va payer la même chose que le riche? Oui, ça fait plus social. Non, ce n'est pas social du tout. Parce que le riche devait payer un peu plus que le pauvre. Parce que l'assurance maladie, c'est un système de solidarité. Ceux qui sont plus riches payent un peu plus pour que ceux qui sont pauvres puissent en bénéficier. Voilà le principe. C'est un principe d'équité dans la cotisation. Non, on ne peut pas dire que quelqu'un qui gagne 1 million paye 1 000 francs et quelqu'un qui n'a rien du tout paye 1 000 francs. Où est l'équité? Lui sera obligé de se saigner pour payer les 1 000 francs. Alors que celui qui gagne 1 million, c'est facile pour lui de donner
1000 francs, vous comprenez? Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a un souci d'équité. Or, chez nous, dans notre assurance maladie, les cotisations étaient planifiées en fonction de la capacité contributive de chaque individu. Voilà. Ensuite, l'autre point de différence, c'est par exemple l'approche participative dont j'ai parlé abondamment dans le document. L'approche participative et citoyenne de la mise en œuvre. Parce que lorsque vous préparez un projet pour une population donnée, il faut permettre à la population de s'approprier le projet, d'adhérer au projet. Or, dans la CEMU qui est faite en Côte d'Ivoire, il n'y a pas cette démarche participative qui intègre, si vous voulez, les suggestions des populations sur le terrain. On a l'impression qu'on leur impose une assurance maladie. Qu'est-ce que vous en savez réellement, madame? Je suis là, mais je regarde parce que j'ai un œil sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire en matière d'assurance maladie. Et en plus, je connais un peu quand même les personnalités à qui on a confié la gestion de ce projet. Par exemple, comment il s'appelle, le directeur, je ne sais pas si je dois le dire, mais le directeur de la CEMU est un de mes anciens collaborateurs. Hein? C'est moi qui l'ai nommé directeur de la sécurité sociale et aujourd'hui, il a été nommé directeur de la CEMU. C'est une bonne chose. Donc, je suis très contente. Je suis très contente parce que c'est un cadre de haut niveau, c'est un cadre de sécurité sociale. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est un peu englué dans les considérations politiques. Et donc, le politique lui donne des instructions et ça fait que lui, en tant que technicien, il est un peu empêtré et il n'arrive pas à vraiment faire émerger le projet. Ceux qui ont acheté votre livre ont quand même émis quelques réserves sur le projet que vous avez piloté. C'est-on voulu savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on n'a pas pu mettre ce projet en place en Côte d'Ivoire, mais en plus, est-ce que au niveau même technique, est-ce que toutes les possibilités de cotisation avaient été prises en compte pour que ce projet soit plus viable que tel que vous l'avez conçu? Qu'est-ce que vous répondez? Oui. Au niveau des cotisations, le projet est viable. C'est-à-dire qu'au niveau de l'architecture technique du projet, de sa conception jusqu'à la mise en application par l'expérimentation, le projet, il est viable. Parce qu'on l'a confronté, on a eu des études, des missions extérieures avec d'autres systèmes d'assurance maladie de par le monde et notre projet, il est viable. La seule difficulté qui réside dans la mise en œuvre de ce projet, c'est la guerre, hein, il faut le dire. Quand on le dit, les gens nous disent, oui, la guerre a bon dos. Non, la guerre a fait une partition au niveau du pays. Donc, on ne pouvait pas raisonnablement mettre en place, dans un même pays, même s'il y a une partition artificielle, on ne peut pas mettre en place un système de solidarité pour une partie de la population et laisser l'autre partie de la population. Parce que l'AMU même est assise sur le principe de solidarité. Donc, la solidarité doit jouer et le président Gbagbo a préféré que le pays soit réunifié pour que l'AMU puisse être étendu à toutes les régions de Côte d'Ivoire et à toutes les populations de Côte d'Ivoire. Il ne voulait pas faire une AMU partiale et partisane pour les gens du sud de la Côte d'Ivoire uniquement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est inhérente à la première, c'est qu'avec la guerre, le pays a connu des difficultés économiques énormes, des difficultés financières. On était à des taux négatifs au niveau de la croissance économique. Et avec ces taux négatifs, on ne peut pas raisonnablement mettre en place un mécanisme d'assurance maladie qui mobilise quand même une somme importante de la part de l'État. Voilà. Madame la ministre, on va vous laisser partir, mais on sait tous ici que vous êtes une cadre très importante du FPI. Merci. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire vous interpelle. Le parti est aujourd'hui partitionné, comme on peut le dire. Le FPI, votre parti, on a deux présidents. Alors, on a Afin Guessan qui se réclame de la présidence de l'originalité du FPI. On a le président Aboudraman Sangaré. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Et vous venez d'être nommé au sein du secrétariat que le président Laurent Gbagbo a mis en place. Alors, comment est-ce que vous avez vécu tout ça? L'emprisonnement du ministre Sébastien Dalon-Guégué et de ses amis. Comment est-ce que vous avez vécu ça depuis l'extérieur? Oui, tout ça est bien triste, hein? Et quand on regarde la scène politique en Côte d'Ivoire, on se rend bien compte que il n'y a pas de liberté, hein. Il n'y a pas de démocratie.
le président, celui qui est là actuellement, ne veut pas avoir une opposition ou du moins, il veut une opposition taillée sur mesure. Et nous pensons qu'une opposition, elle a un rôle important à jouer dans une nation. Son rôle, c'est de préparer l'alternance et de ne pas forcément se mettre au service de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est ce que nous reprochons un peu aux camarades Pascal Affi-N'Guessan. Parce que le FPI est un parti de combat. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les libertés individuelles sont bafouées. Nous nous rendons compte que des gens sont emprisonnés. Nous nous rendons compte que la liberté de rassemblement même n'est pas acquise. Ce sont des choses que le FPI a conquis de haute lutte. On se rappelle que dans les années 90, les gens ont marché, on a manifesté pour avoir ces acquis démocratiques. Aujourd'hui, tous ces acquis démocratiques se sont effrités et ont pratiquement disparu. Donc, qu'est-ce que doit faire le FPI en tant que parti de combat? Il doit reprendre son bâton de pèlerin et se remettre au combat pour récupérer tous ces acquis qui ont été bafoués, qui ont été piétinés, qui ont disparu. Mais on nous dit, non, il faut négocier, il faut aller à la concertation. Oui, nous, c'est le FPI de Gbagbo. C'est Gbagbo qui a dit, asseyons-nous et discutons. On est d'accord pour négocier. Mais il faut se battre d'abord pour avoir des conditions de vie, on va dire, correctes. Il faut que les partis puissent s'exprimer. Il faut que les gens puissent s'exprimer et que la dictature disparaisse de ce pays. C'est le combat que le FPI doit mener avant de faire toute autre chose. Madame la ministre, on a failli l'oublier et ce sera vraiment notre dernière préoccupation. Laurent Gbagbo vient d'avoir 70 ans à la CPI et vous êtes son ancienne collaboratrice. Les gens se sont déportés là pour le saluer. Quel est le message que vous lancez à votre ancien patron? Mon ancien patron, j'ai déjà participé à une petite vidéo, je crois organisée par Demba Traoré. Il a fait le tour de quelques personnalités à qui il a demandé de lancer un message à Laurent Gbagbo pour ses 70 ans. Et dans ce message-là, ce que j'ai dit à Laurent Gbagbo, je vais vous le répéter ici. J'ai dit que d'abord j'ai rencontré Laurent Gbagbo en 1992, lors de la marche du 18 février 1992. C'est en ce moment-là que je me suis engagée véritablement dans le Front populaire ivoirien. Paradoxalement, ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo et aux démocrates ivoiriens, c'est cette situation-là qui m'a amené à adhérer au FPI. C'est-à-dire qu'au lieu que ça me fasse peur pour dire oui, quand on milite au FPI, on est arrêté, on est jeté en prison. Au contraire, c'est le fait qu'ils aient été arrêtés injustement qui m'a galvanisé et qui m'a amené à militer au FPI. Et donc, depuis ce jour, mon engagement au sein du FPI est quelque chose de définitif et quelque chose de total et je ne renoncerai jamais à ce combat. J'ai dit à Laurent Gbagbo que c'est vrai qu'il est en prison. Ce n'est pas la place qu'il lui faut. Ce n'est pas là-bas qu'il doit être. Mais certainement que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi pour qu'il puisse encore gagner en dignité, en puissance, en autorité. Parce que c'est la prison qui a fait que Mandela aujourd'hui est devenu une icône internationale et qu'il est reconnu de partout. La prison sera aussi la voie pour Laurent Gbagbo de devenir ce tort-là qui a été passé au feu et qui est devenu brillant, qui est devenu solide, qui est devenu fort. Et je lui souhaite joyeux anniversaire. Nous sommes ensemble. On l'embrasse très fort. Mouah.